Bienvenue dans ce webinaire sur les applications et les enjeux de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Je suis très contente de mener ce webinaire ce matin. Donc vous ne pouvez pas me parler directement pour que je puisse maîtriser le timing du webinaire, mais vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat de l'application et je prendrai des moments pendant le webinaire et à la fin pour y répondre. Ce webinaire s'inscrit dans l'événement 100% digital appliqué à l'IA qui s'appelle Explore IA et qui est organisé par le collectif Impact IA. Cet événement a lieu jusqu'au 5 juin, donc il est encore temps de vous inscrire pour participer aux événements, les tables rondes, les webinaires. Et il y a aussi des ressources sur Internet qui sont disponibles pour vous faire découvrir ou approfondir vos connaissances en IA. Donc je vois que vous avez répondu dans le chat et un peu pour savoir, est-ce que certains d'entre vous ont déjà participé à d'autres événements de Explore IA? Est-ce que vous avez assisté à d'autres webinaires ou à d'autres tables rondes? Ok, super. Bon, moi j'espère que ça vous a intéressé. Bon, puisque tout fonctionne bien, on va pouvoir commencer. Donc pour me présenter, je suis Marianne Alanic, je suis consultante indépendante au sein de ma société Altena. J'accompagne les entreprises et les organismes publics dans leurs projets d'intelligence artificielle. Je suis également conférencière et j'anime le podcast Anatomie de l'IA, où j'interviewe des professionnels autour des enjeux de l'IA dans la santé. Donc n'hésitez pas à aller le consulter après ce webinaire. Donc entrons à présent dans le vif du sujet. Vous l'avez compris, on va parler d'intelligence artificielle dans ce webinaire, ou d'IA, et appliquée au domaine de la santé. Alors, le webinaire est introductif sur le sujet, vous n'avez pas besoin de connaissances techniques, et si jamais j'emploie un terme qui vous est inconnu, n'hésitez pas à poser la question dans le chat. Il n'y a pas de questions bêtes, et vous êtes là pour apprendre, pour découvrir. Mes objectifs aujourd'hui, c'est bien sûr de vous donner envie de vous intéresser à ce sujet passionnant qu'est l'intelligence artificielle et encore plus à appliquer à la santé. Et j'aimerais qu'à l'issue de cette heure ensemble, vous ayez une idée plus claire de ce qu'on fait actuellement avec l'IA dans le domaine de la santé. L'idée, c'est pas de se plonger dans la science-fiction, mais bien de comprendre ce qui est réellement utilisé aujourd'hui de façon concrète. Par ailleurs, je vais aborder les enjeux éthiques et réglementaire, parce que c'est pour moi fondamental pour appréhender le sujet, d'autant plus que chacun et chacune est ou sera potentiellement concerné par l'utilisation de l'intelligence artificielle dans son parcours de soins à un moment ou à un autre de sa vie. Alors, je regarde s'il y a des premières questions dans le chat. Non, tout va bien. Eh bien, on va pouvoir passer à la mise en situation. Donc, quelles applications pour l'intelligence artificielle dans la santé? Ça couvre vraiment tous les domaines. Il y a la génétique, l'imagerie, on peut faire de la détection de mélanome, des études épidémiologiques, c'est un peu d'actualité en ce moment. On peut aider à réguler les urgences, à avoir des assistants médicaux pour les professionnels, à prédire des mutations de virus. En fait, l'IA est déjà au service de notre santé au quotidien. C'est déjà un outil qui est utilisé aujourd'hui par les professionnels de santé. Donc il y a différents types d'intelligence artificielle qui sont utilisés, différentes applications, notamment le diagnostic médical. Donc ce diagnostic permet évidemment de détecter des maladies, alors parfois mieux que les médecins. Par exemple, il y a une start-up américaine qui permet de diagnostiquer plus de 50 maladies de l'œil et avec des meilleures performances que les médecins. Mais parfois, ça permet tout simplement de faire gagner un temps précieux aux professionnels de santé, par exemple sur des examens de routine. On peut venir détourer une image temporelle de façon automatique avec de l'intelligence artificielle, ce qui peut faire gagner énormément de temps à un radiologue. Par exemple, sur une image d'un cycle cardiaque ou d'une IRM cérébrale fonctionnelle, en fait, il y a énormément d'images qu'il faut venir détourer une à une. Ça peut prendre 30-50 minutes de le faire à la main. Et avec ce genre d'application, ça fait gagner énormément de temps aux professionnels qui peut ensuite se focaliser sur des cas où son expertise est vraiment requise.
Le diagnostic, l'IA peut aussi également permettre de classifier des symptômes. Donc, par exemple, on a une batterie d'informations médicales, biologiques, des caractéristiques du patient, de la génétique ou de l'imagerie encore, et on peut venir comprendre une maladie et puis venir détecter le type de maladie. Par exemple, si vous prenez la sclérose en plaques, il y a différents types de sclérose en plaques au sein de cette maladie, et donc de pouvoir anticiper dès le début de l'apparition des premiers symptômes dans quelle classe de sclérose en plaques le patient se situe, ça va permettre d'améliorer sa prise en charge et de l'adapter plus précocement. Également, c'est utilisé pour la recherche et pour comprendre des maladies, tout simplement. Donc, on va venir analyser des grands ensembles de données pour comprendre ce qui se passe, trouver aussi, pourquoi pas, des remèdes. Alors, une autre branche, c'est la médecine prédictive, donc qui, elle, s'intéresse plutôt à anticiper ce qui va se produire. Donc, par exemple, le développement futur d'une maladie. Ça peut être, avec de l'analyse génétique, savoir si on a des chances ou pas de développer telle ou telle maladie en fonction de notre patrimoine génétique. Ça peut être aussi en fonction d'un ensemble de caractéristiques ou des constantes biologiques qu'on a. On va s'apercevoir que, oui, en regardant ce qui se passe, l'évolution dans le temps, on s'achemine probablement vers telle maladie qui va apparaître. Également, la médecine prédictive, ça permet de faire de la prescription personnalisée, c'est-à-dire aussi de pouvoir venir prescrire un médicament en fonction des caractéristiques des personnes. Donc on va vers de la médecine personnalisée, où au lieu d'avant de donner à quelqu'un un mal de tête, on donne du paracétamol à tout le monde, et peut-être qu'en fonction des caractéristiques des patients, on va pouvoir donner telle ou telle molécule qui va être plus adaptée. Également, ça permet de faire des politiques de prévention. Puisqu'on sait qu'un type de population a par exemple plus de chances de développer telle ou telle maladie, on va essayer de venir en amont intervenir pour réduire les chances d'apparition de la maladie ou bien pour que ces symptômes soient réduits. Également, ça permet d'anticiper, pourquoi pas, la propagation des épidémies. Donc là, encore une fois, c'est tout à fait d'actualité. Alors une autre branche de l'intelligence artificielle dans la santé, c'est tout ce qui va concerner la e-santé et les objets connectés. Donc évidemment, l'IA peut être utile pour la télémédecine. Notamment, on peut venir utiliser des chatbots médicaux. Donc des chatbots, ça va être via un chat en fait, de communiquer non pas avec un humain, mais avec une intelligence artificielle, et puis d'échanger par exemple sur les symptômes qu'on a pour avoir un premier avis et ensuite être orienté plus facilement. Donc ça peut faire gagner un temps précieux aux professionnels de santé et aux patients aussi. Il y a également beaucoup de choses qui sont développées en ce moment autour des maladies, du suivi des maladies chroniques, donc par exemple le diabète, et grâce à des applications mobiles, de suivre le taux de glycémie ou d'autres constantes des informations. Également, ça peut permettre de détecter des incidents médicaux. Par exemple, quelqu'un qui chute avec un objet connecté, on va venir détecter qu'il y a un problème, ou bien de suivre que par exemple l'allure normale de la personne n'est plus la même. Donc notamment chez les personnes âgées, de voir peut-être que la personne s'essouffle grâce à l'objet connecté, et donc de prédire que quelque chose va arriver. Également, une autre branche, c'est sur l'organisation des soins. Donc là, ça va être très utile, par exemple, pour la régulation des urgences. Par exemple, actuellement, au Danemark, il est utilisé une plateforme téléphonique qui analyse en fait automatiquement, lorsqu'une personne appelle, si elle est en détresse pulmonaire. Donc l'intelligence artificielle analyse le signal téléphonique et est capable de dire voilà, si la personne est en souffrance ou pas, ce qui permet de déclencher de façon automatique l'envoi d'une ambulance, et donc de gagner énormément de temps dans la prise en charge et de sauver des vies. Également, ça peut permettre de réguler l'engorgement des urgences pour que le personnel soignant puisse se focaliser vraiment sur sa mission. Et
tout ça, ça peut se lier, il y a toujours des activités transverses, mais par rapport à la prédiction qu'on voyait tout à l'heure, également, on va pouvoir venir prédire si, en fonction de la météo, en fonction de la période de l'année, par exemple c'est Noël, on sait qu'il y a plus d'incidents domestiques, ou si par rapport au relevé épidémiologique, il y a plus de chances d'avoir telle et telle maladie. Conjugué à d'autres facteurs, on sait que peut-être on va être plus engorgé tel ou tel jour, donc ça permet éventuellement de prévoir les opérations de routine, les opérations chirurgicales de routine, peut-être de les déplacer à d'autres moments pour libérer les salles, parce qu'on sait qu'on va avoir une grande affluence d'urgence ce jour-là. Également, l'intelligence artificielle peut être utilisée en chirurgie comme assistant, donc soit pour prévoir, par exemple, le meilleur chemin ou le meilleur endroit pour réaliser une coupe, pour poser un appareil médical. Donc vous l'avez compris, l'intelligence artificielle, elle est présente finalement tout au long du parcours de soins du patient sur 4 grandes thématiques: le diagnostic, la e-santé, la prédiction et l'organisation des soins. Donc je vais faire une pause et voir si vous avez éventuellement des premières questions sur ce que je viens de dire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, il n'y a pas de questions, je vais continuer. Donc depuis tout à l'heure, je vous parle d'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, finalement, c'est quoi? Donc certains d'entre vous ont dit qu'ils avaient déjà suivi d'autres événements de cette semaine dédiés à l'IA. Pour que tout le monde soit au même niveau, je vais quand même prendre le temps de réexpliquer. Et pour moi, c'est important parce que pour comprendre ensuite les enjeux qu'il y a autour, il faut vraiment comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne. Donc, finalement, le terme intelligence artificielle est peut-être mal choisi, on verra plus tard, mais en gros, ça regroupe un ensemble de technologies qui visent à simuler la compréhension que l'on a de l'intelligence humaine. Donc, vous avez certainement entendu énormément de termes, big data, machine learning, deep learning, réseau de neurones. En fait, il faut savoir que derrière tout ça, c'est des techniques différentes qui sont implémentées sous la forme d'algorithmes. Et un algorithme, en fait, c'est juste une suite de tâches, une suite d'instructions. Donc, ces algorithmes, en fait, ils interviennent, mais en bout de chaîne. On va voir que la première source, ce qui me semble fondamental à comprendre pour l'intelligence artificielle, c'est qu'avant tout, on a affaire à des données, et que sans données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Donc ces données, ça représente 90% pour moi du travail à faire, et seulement 10% après les algorithmes avec les techniques d'intelligence artificielle qui vont intervenir. Donc pour vous expliquer, j'ai fait ce petit schéma. Donc en fait, on va avoir des données de façon initiale, c'est-à-dire des données qu'on souhaite utiliser pour pouvoir développer notre modèle d'intelligence artificielle. En fait, on ne peut pas utiliser les données telles quelles. Il faut toujours préparer les données, c'est une grosse phase. Il faut les nettoyer, il faut effectuer de la normalisation, vérifier que c'est cohérent. Il y a tout un tas d'étapes pour que déjà les données, on puisse les donner à l'algorithme d'intelligence artificielle. Cet algorithme ne va pas prendre les données n'importe comment. Après, puisqu'on est en santé, il y a aussi des problématiques d'anonymisation ou de pseudonymisation. Je vais expliquer après la différence. Puisqu'on a les données de santé, on ne peut pas faire n'importe quoi et on ne veut pas que les personnes puissent être identifiées. Donc anonymisation, ça veut dire que la personne ne peut pas être retrouvée, c'est des données non identifiées. Et pseudonymiser, ça veut dire qu'en fait il y a un code qui est associé aux données, donc si on le souhaite, on peut retrouver la personne, mais évidemment il faut avoir la clé de décodage pour avoir accès à l'identification des personnes. Ces données, elles sont donc nettoyées, préparées, mais il n'y a pas que
des choses informatiques à faire, c'est-à-dire s'assurer qu'il y a le bon format, s'assurer qu'elles sont toutes égales et qu'on va pouvoir travailler dessus. Il y a aussi toute une composante métier qui est extrêmement importante. Et donc les experts, donc dans le domaine de la santé, ça peut être des médecins ou des professionnels de la santé de manière générale, qui vont venir indiquer qu'est-ce qui est important sur ces données, qui vont éventuellement labelliser. Si on prend, je ne sais pas, une application où détecter des grains de beauté, il va falloir dire, donc si le grain de beauté est un mélanome ou pas, il va falloir qu'il y ait des experts qui disent est-ce que ce grain de beauté est un mélanome ou non. Donc il y a toute cette étape-là qui est aussi extrêmement chronophage et on a besoin de cette expertise métier. Et donc une fois qu'on a fait tout ce processus-là, on se retrouve avec une base de données qui est prête pour l'entraînement. Alors l'entraînement, qu'est-ce que c'est? En fait, l'intelligence artificielle a besoin des données pour apprendre. Donc, avant d'être intelligent, si tant est que, voilà, c'est le bon terme, il faut que l'intelligence artificielle apprenne. Donc, c'est-à-dire, si je reprends l'exemple avec l'application pour détecter les mélanomes sur les grains de beauté, l'intelligence artificielle va regarder énormément de photos de grains de beauté. À chaque fois, on lui dit c'est un mélanome, c'est pas un mélanome. Et donc, lui, il va venir apprendre à discriminer et à comprendre ce qui fait qu'une image d'un grain de beauté présente un mélanome ou non. Donc, finalement, c'est quoi le mélanome? Comment il est représenté à l'image? Et donc, c'est tout un cycle itératif d'entraînement, de tests, pour que l'intelligence artificielle soit capable d'effectuer la tâche pour laquelle on l'a conçue. Et quand on obtient des résultats satisfaisants, que les tests sont concluants, que par exemple l'intelligence artificielle reconnaît avec une très grande fiabilité des mélanomes sur les images, alors on obtient un modèle entraîné qui va pouvoir être utilisé. Donc je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une intelligence artificielle, mais des techniques d'intelligence artificielle différentes qu'on va utiliser en fonction de la nature du problème. Donc les étapes que je vous ai présentées juste avant, c'est des étapes grossières, générales, c'est vraiment pour vous expliquer les principes. Et après, il y a trois grandes familles. Donc la première, c'est l'apprentissage supervisé. Donc là, ça reprend vraiment l'exemple que je vous ai donné. On a des images, des photos de grains de beauté avec certaines qui sont mélanomes, non mélanomes. On dit qu'est-ce qu'est un mélanome, qu'est-ce qui n'en est pas. Et donc l'algorithme, voilà, c'est supervisé, il apprend, on lui donne les informations, on le guide. Après, la seconde famille, c'est l'apprentissage non supervisé. Donc là, non supervisé, en fait, on a envie que l'intelligence artificielle nous aide à découvrir des choses a priori, on ne savait pas. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de la sclérose en plaques, j'ai des données de malades atteints de sclérose en plaques, énormément de données différentes, et puis l'intelligence artificielle va analyser ces données et va faire des groupes, par exemple, de façon automatique, et dire, ok, il y a tel groupe, ils sont comme ça, ils ont telle caractéristique. Un autre groupe, telle autre caractéristique. Et donc, c'est non supervisé. L'intelligence artificielle apprend toute seule, entre guillemets, quand même à partir des données qu'on lui apporte, mais c'est elle qui nous fait découvrir des choses. Et enfin, la troisième grande famille, c'est l'apprentissage par renforcement, où là, en fait, le modèle, il est entraîné en permanence. C'est-à-dire que dans les deux premiers cas, on fait les étapes, on entraîne, à la fin on a un modèle entraîné, et une fois que ce modèle entraîné est satisfaisant, on va l'utiliser dans le parcours de soins pour l'usage pour lequel c'était prévu. L'apprentissage par renforcement, en fait, l'algorithme, il va apprendre en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, on va lui donner de nouvelles données. Il fait ses prédictions, il indique, il réalise la tâche pour laquelle on l'a fait, mais en permanence, on lui donne de nouvelles données et le modèle évolue en permanence. Donc ça, par exemple, si on reprend le cas de l'outline des urgences qui est couplé à une intelligence artificielle qui permet de reconnaître
si une voix présente une détresse pulmonaire, on peut estimer que l'apprentissage par renforcement est pertinent parce qu'il va y avoir tout le temps de nouveaux appels et donc en continuant de fournir à l'algorithme ces informations-là, il va pouvoir s'améliorer à chaque fois. Alors, je parle des données depuis tout à l'heure, et il y a quand même un point qui est hyper important, c'est finalement ces données, elles viennent d'où? Comment on y accède? Donc, il y a énormément de bases de données qui existent. Des bases de données qu'on peut appeler centralisées. Donc, il y en a à l'échelle nationale, européenne, internationale. En France, finalement, les bases de données les plus connues, ça peut être les bases de données de l'assurance maladie. Et puis, peut-être que vous avez entendu parler d'un projet qui s'appelle le Health Data Hub, donc qui est une grosse base de données qui contient justement des données de l'assurance maladie, des données des hôpitaux, en fait toutes les données publiques liées au parcours de soins qui vont être centralisées dans cette base de données, donc le Health Data Hub, et ensuite des personnes qui souhaitent entraîner des intelligences artificielles ou faire des analyses pourront demander l'accès à ces données pour les utiliser. Il y a également des bases de données mondiales sur la génétique qui permettent aux chercheurs d'avoir accès à toutes ces données parce que comment on les obtient? Soit pendant le parcours de soins, soit en faisant des études spécialement pour acquérir les données et ça coûte très cher. Ça coûte très cher et en plus ces données elles ont une valeur. C'est-à-dire que par exemple sur le marché noir, un dossier médical c'est plus cher que n'importe quelle autre donnée qui peut transiter sur le marché noir. Ça a une vraie valeur aujourd'hui. Donc il y a des techniques qui sont réalisées pour essayer de contourner ce côté centralisé parce que ce côté centralisé ça veut dire on prend les données et elles vont toutes au même endroit, il faut quelqu'un pour gérer cette infrastructure. Donc actuellement, on réfléchit pas mal à des moyens de faire de la fédération. Donc la fédération, c'est-à-dire que par exemple, chaque hôpital a ses données. Et si on veut venir entraîner une intelligence artificielle, au lieu de mettre toutes les données dans un coin et d'entraîner l'intelligence artificielle sur cette base de données centrale, on va venir apprendre dans le premier hôpital, puis apprendre dans le deuxième, puis apprendre dans le troisième. Et ça permet de faciliter, d'avoir accès encore à d'autres données supplémentaires. Donc ces données, souvent elles appartiennent aux personnes qui les ont produites, mais il y a un vrai débat aujourd'hui, et peut-être que vous avez entendu que les données de santé, elles appartiennent à leurs patients. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend moins aujourd'hui, mais c'est une vraie question. Et si finalement le patient, ces données ne lui appartiennent pas, en fait c'est faux, elles appartiennent aux personnes qui les ont produites, aux personnes qui les ont financées. Ça ne veut pas dire que le patient n'a pas de droit sur ces données. Les données de santé, qu'on appelle aussi données de santé à caractère personnel, en fait, elles sont soumises à la législation, et cette législation est là pour protéger les droits des patients. Donc selon la CNIL c'est la Commission nationale pour l'informatique et la liberté, donc c'est un organisme qui permet de réguler les droits sur les données au niveau numérique. Les données de santé à caractère personnel sont des données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future d'une personne physique et qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne. Donc en fait, une donnée de santé à caractère personnel, on ne peut pas dire, ça va dépendre du contexte. Si par exemple la date de naissance, c'est pas forcément une donnée de santé, ça va dépendre. Si par exemple c'est une personne âgée et qu'on sait qu'elle est allée à l'hôpital, ça peut être une donnée de santé. Si dans le cadre du Covid par exemple, on peut estimer aussi que vu qu'on sait que plus les personnes sont âgées et plus il y a de risques de développer une forme sévère de la maladie, la date de naissance devient une donnée à caractère de santé. Donc pour protéger les droits des patients, la France a souvent été plus protectionniste par rapport à ça et plus en avance par rapport à beaucoup d'autres pays. En France, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les données de santé à caractère personnel. Et justement, la CNIL est là pour veiller à ce que les droits des personnes soient respectés.
Et depuis 2016, il y a une réglementation au niveau européen, donc ce qui permet d'uniformiser entre tous les pays, qui s'appelle le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD. Vous en avez certainement entendu parler, puisque ça ne couvre pas que les données de santé, mais toutes les données de manière générale. Et donc ce règlement, il a un volet spécifique sur les données de santé, et il indique notamment que toute personne a un droit de regard sur ces données de santé et la façon dont elles sont utilisées, et également que toute personne qui détient des données de santé doit s'assurer que la sécurité et la vie privée des personnes est garantie. Donc le patient, il a droit à s'opposer à ce que ces données soient utilisées. Alors il faut savoir que, par exemple, dans certains hôpitaux actuellement, si vous allez, je sais pas, à l'assistance des hôpitaux de Paris, au CHU de Nantes ou dans d'autres hôpitaux, quand vous rentrez à l'hôpital, par défaut, en fait, on présume que vous consentez à ce que les données qui sont produites pendant votre parcours de soins dans l'établissement peuvent être utilisées à des fins de recherche, hein, que ce soit pour de l'IA ou pour autre chose d'ailleurs. Et donc, par défaut, vous y consentez, mais vous avez le droit de vous y opposer sur demande et on ne peut pas vous refuser ce droit. Maintenant, ce droit-là, il est fait quand vos données ne sont pas anonymes. Vous arrivez à l'hôpital, il y a votre numéro de sécurité sociale, votre nom. Si par exemple vous avez une caractéristique rare, même s'il n'y a pas votre nom, on peut savoir que c'est vous. Si par exemple, je ne sais pas, vous êtes né un 29 février et que vous avez une caractéristique génétique particulière, bon, même s'il n'y a pas votre nom, on va pouvoir savoir que c'est vous. Donc pour ça, il y a des techniques qui sont faites, qui sont développées actuellement pour pouvoir anonymiser ou pseudonymiser. Donc je vous ai présenté ces concepts tout à l'heure. Et ça peut aller très loin. Par exemple, sur des images IRM du cerveau, on estime que le profil en fait, du cerveau permet de reconnaître peut-être la personne. On peut avoir des informations sur son visage. Donc si on veut vraiment anonymiser une donnée IRM du cerveau, eh ben, il faut venir effacer, donc on utilise des algorithmes pour venir effacer le profil, le nez, la bouche, etc. de l'image, puisque c'est pas ce qui nous intéresse, hein. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc finalement, on peut venir effacer pour vraiment garantir que les données soient anonymisées et qu'ensuite on puisse les utiliser sans problème. Donc maintenant que je vous ai présenté un peu le fonctionnement de l'IA et les applications dans la santé, est-ce qu'il faut dire que l'IA va remplacer le médecin? Est-ce que plus tard vous allez avoir un robot pour vous soigner et votre unique interlocuteur à l'hôpital sera ce robot? Je pense que vous l'avez compris depuis le début de ma présentation. Moi, mon avis, c'est que non. Déjà parce que l'intelligence artificielle, elle n'est pas si intelligente que ça, puisque à chaque fois, elle est entraînée sur un problème précis. Hein. Elle a appris que sur un ensemble de données qu'on lui a fournies. Donc finalement, si on l'entraîne à reconnaître des images de grains de beauté, elle n'est pas capable de voir s'il y a une tumeur sur l'IRM d'un cerveau. Maintenant, cette IA, elle permet quand même de rendre beaucoup de services. Finalement, c'est des outils supplémentaires au service des professionnels de santé. Et ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que dans l'histoire de la médecine, y a plein d'outils qui ont été développés tout au long de l'histoire. Par exemple, un IRM, ça permet aux médecins de voir des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc voilà, on vient suppléer l'humain, fournir des informations supplémentaires, et l'IA, c'est un moyen de fournir des informations supplémentaires. C'est pas le médecin qui va poser le diagnostic tout seul. Quand tout à l'heure on disait que l'IA a une volonté, une aide pour le diagnostic, c'est vraiment une aide. C'est-à-dire que c'est pas l'IA qui pose le diagnostic, c'est l'IA qui donne un avis, une information supplémentaire, et le médecin, dans le contexte du patient, de ses antécédents, etc., va prendre la décision. Par ailleurs, l'IA, il faut voir ça aussi comme des opportunités.
de soins, notamment nous on vit dans dans des pays où l'accès aux soins, surtout en France, est facile, mais il y a dans des pays, dans certains pays émergents ou dans certains endroits où il y a des déserts médicaux, et ben finalement tout ce qui est e-santé, le fait de pouvoir analyser des données sans forcément avoir le médecin expert à côté, de pouvoir donner des premiers avis pour aiguiller dans le parcours de soins, c'est quelque chose qui est très utile. Et puis, vous l'avez vu, derrière l'IA, ce que je disais en introduction, quand j'ai expliqué pour moi ce qu'était l'IA, c'est que 90% des actions requises, c'est l'humain. C'est l'humain qui prépare les données, qui va indiquer à l'algorithme, qui lui, finalement, fait que 10% du travail, et qui fait ce qu'on lui dit. Donc, il y a beaucoup de gens qui se demandent si l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est mal intentionnée, est-ce que les robots vont nous gouverner. En fait, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est juste des techniques créées par les humains. Donc l'intelligence artificielle, elle est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est vraiment ce qu'on va en faire. Et ça veut dire que oui, l'intelligence artificielle peut être mal utilisée. On peut se dire, peut-être qu'il y a des sociétés d'assurance qui vont vouloir avoir accès à des bases de données pour regarder et prédire si tel ou tel assuré il a des chances de développer des maladies qui vont coûter cher, et donc on va lui faire payer plus cher d'assurance. Alors oui, peut-être y avoir des gens qui vont avoir ces intentions-là, mais ça ne sera pas l'intelligence artificielle, ce sont vraiment les personnes. Et il faut prendre conscience que, par conséquent, puisque l'IA, on lui donne des informations en entrée, que c'est 90% des données, 90% du travail, il peut y avoir des biais. Et ça, c'est important à comprendre. Si je reprends l'exemple de l'algorithme pour reconnaître un mélanome sur des photos de grains de beauté, en fait, si jamais cet algorithme a été entraîné sur des photos de peau blanche, en fait, l'algorithme ne va pas être capable de détecter les mélanomes sur des photos de peau noire. Donc, est-ce que cet algorithme peut servir à tout le monde? Est-ce que l'intelligence artificielle s'applique dans tous les cas? Et ça, c'est pas un problème que de l'intelligence artificielle et de la façon dont on donne les données, c'est un problème général dans la médecine. C'est-à-dire que actuellement, la plupart des médicaments qui sont utilisés, c'est des médicaments qui ont été testés dans des études cliniques sur des hommes blancs entre 30 et 50 ans. Donc si on n'appartient pas à cette catégorie, peut-être que le médicament va très bien fonctionner pour tout le monde, et peut-être qu'en fait, en fonction des personnes, la réaction va être différente. Et un des exemples que j'aime beaucoup prendre, c'est par rapport aux maladies cardiaques. Donc il faut savoir que la première cause de mortalité en France chez les femmes, ce sont les maladies cardiovasculaires. Je pense que ça peut vous étonner parce que c'est pas du tout cohérent avec l'idée reçue. Généralement, on pense que ce sont les hommes qui meurent des maladies cardiovasculaires. Et en fait, la première cause de mortalité chez les hommes, c'est le cancer. Et en fait, ça, c'est dû aux préjugés historiques dans la médecine et au fait que finalement, on n'a jamais vraiment étudié les maladies cardiovasculaires chez les femmes. Et on se rend compte que, les symptômes chez les femmes, ce ne sont pas les mêmes. Donc en fait, les femmes sont souvent prises en charge plus tardivement à cause de ça. Et donc c'est ça qui engendre en fait la forte mortalité des femmes par rapport aux maladies cardiovasculaires. Donc prendre conscience des biais de l'IA, pour moi, c'est une opportunité intéressante parce que c'est aussi l'occasion de rendre peut-être la médecine plus inclusive pour tous. Donc il ne faut pas voir l'intelligence artificielle dans la santé comme quelque chose de nocif, mais vraiment se dire que c'est la façon dont tu l'utilises et que c'est vraiment une très belle opportunité. Alors j'ai vu que Anne avait posé la question s'il y avait des applications de l'IA intéressantes dans le cadre du Covid. J'avais prévu
une petite slide en fin de présentation pour vous expliquer ça. Donc oui, l'intelligence artificielle a un rôle à jouer et a joué un rôle dans la façon dont on a géré l'épidémie de Covid-19. Donc évidemment, ça a permis de modéliser la propagation de l'épidémie au niveau mondial. Il y a des gens qui ont fait des prédictions, des modèles prédictifs pour savoir est-ce que, comment ça va se passer, est-ce que va y avoir plus de contamination, plus de cas. Également, il y a des bases de données au niveau international qui ont été mises en place pour essayer de récolter les données des patients atteints notamment de facteurs aggravants, enfin de formes sévères, pardon. Et donc l'idée c'était d'identifier les facteurs aggravants. Pourquoi ces personnes-là et pas d'autres sont plus sujettes à développer des formes graves du Covid-19. Donc il y a notamment des données qui ont été mises donc, au niveau national. Il y a le Health Data Hub dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un projet en fait qui était sur le point de démarrer. Donc le Health Data Hub, c'est des données de l'assurance maladie et d'hospitalisation. Et en fait, ça devait être lancé dans le courant de l'année. Et là, ils viennent de le lancer un peu en urgence pour répondre à l'épidémie. Donc du coup pour mettre à disposition des chercheurs, des entrepreneurs ces données pour essayer de trouver peut-être d'identifier des facteurs, des caractéristiques, et pourquoi pas de trouver un traitement. Également il y a une base de données qui s'appelle Corp19 qui regroupe en fait toutes les données et tous les articles scientifiques liés au Covid-19 dans le monde. Également, il y a le site data.gouv.fr qui fournit des jeux de données liés au Covid-19. Et puis, il y a tout un tas de hackathons. Donc, les hackathons, ce sont des compétitions, entre guillemets. Donc, c'est un mélange entre hacker, le verbe hacker, et le marathon. Donc, en fait, c'est sur 2-3 jours des équipes qui planche sur un problème pour essayer de trouver une solution. Donc plusieurs équipes, donc en fait on leur fournit des jeux de données et puis ils essaient de voir si on peut en faire quelque chose d'intéressant. Et aussi sur la plateforme Kaggle par exemple, qui est une plateforme très connue pour les challenges d'intelligence artificielle, il y a également des jeux de données qui ont été mis à disposition pour pouvoir essayer de mettre en évidence certaines choses. Alors c'est la fin de cette présentation. J'espère que cette introduction vous a plu et que ça vous aura donné envie de vous intéresser à ce sujet passionnant. Donc j'ai essayé vraiment de donner les éléments essentiels. Évidemment, il y a plein de choses à dire. C'était une façon de survoler, de vous donner les clés pour ensuite que vous puissiez creuser la question. Je vous enverrai des ressources par email. Et puis faut pas hésiter à me contacter si vous avez des questions dans les prochains jours. Et puis là, si je vais répondre, on va faire une petite session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Alors je vois qu'il y en a une première. Avez-vous des informations concernant la confiance que peuvent accorder les personnes envers l'IA dans la santé ? Alors, c'est une vraie question. Et qu'est-ce que la confiance ? Donc, il faut savoir que l'intelligence artificielle, souvent, elle produit un résultat. Et ce résultat, c'est jamais noir ou blanc. C'est pas vrai ou faux. Par exemple, c'est pas il y a un mélanome ou il n'y a pas de mélanome. C'est il y a un mélanome et j'ai un intervalle de confiance de 80%, 90%. Donc généralement, on essaye d'obtenir un résultat avec l'intervalle de confiance le plus élevé possible, bien sûr. Il faut se dire que c'est jamais un résultat définitif. Et puis, comme je vous le disais, actuellement, l'IA, elle ne prend pas des décisions toute seule. C'est une information. Donc après, la fiabilité qu'on va lui accorder, c'est aussi dans l'environnement
Est-ce que, est-ce que par rapport aux autres choses qu'on connaît, par rapport au contexte, est-ce que c'est pertinent et dans quelle mesure le résultat produit par l'IA va nous guider ou pas dans telle ou telle direction. C'est vraiment un outil. Alors, une autre question. J'ai eu connaissance que de multiples projets de labellisation d'IA dits éthiques sont en cours. Avez-vous des informations sur le sujet ? Alors oui, en effet, il y a notamment en France, mais aussi dans le monde, il y a des initiatives qui sont faites pour essayer de déterminer ce qu'est une IA éthique. Donc ça dépasse souvent le cadre de la santé, hein, c'est des initiatives qui sont vraiment transverses à tous les domaines de l'IA. Donc oui, il en existe et c'est souvent assez intéressant parce que c'est l'occasion de se faire labelliser, c'est l'occasion de se poser les bonnes questions. Donc de prêter attention à tous les aspects. Donc évidemment, j'en ai déjà parlé, il y a est-ce que les droits des personnes sont respectés? Est-ce que je garantis la sécurité des données? Est-ce que j'ai fait attention aux biais éventuels qui peuvent arriver dans les données? Donc, est-ce que j'ai fait en sorte que mes données soient représentatives? Si ce n'est pas le cas, est-ce que je l'indique? Dans quelle mesure je suis transparent avec ça? Parce que finalement, ce qu'on reproche souvent à l'intelligence artificielle, c'est que c'est une sorte de boîte noire qui fournit un résultat et puis on ne sait pas trop d'où ça vient. Faire de l'IA éthique, c'est aussi rendre l'IA explicable. C'est-à-dire, pourquoi l'IA, elle fournit ce résultat-là? Comment c'est obtenu. Donc voilà, il y a des choses qui existent, et notamment au niveau national, pour citer un nom, il y a quelque chose qui s'appelle Éthique IA, ETHIK-IA. Donc ça, c'est vraiment au niveau français. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas-là, je vais clore ce webinaire. Je vous remercie vraiment de votre attention. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus sur certains sujets, ou de manière générale, sur l'actualité de l'IA dans la santé, c'est vraiment un domaine qui bouge beaucoup en ce moment. Il y a plein d'initiatives, plein de choses. Et voilà, et je pense que tout le monde est concerné, donc j'espère que même si vous n'allez pas travailler dans ce domaine-là, au moins en tant que citoyen, je pense que c'est important de comprendre ce qui se passe et les enjeux. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.